Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé, enfin je vous prépare maintenant une vidéo bonus d'autres découvertes que j'ai faites en complément des découvertes présentées dans ma vidéo précédente, qui vont développer un peu plus loin tous les points que j'ai abordés précédemment et qui va venir renforcer tout ce que j'ai pu expliquer auparavant. Pour commencer, j'aimerais revenir sur le nombre 1, qui a donc cette forme-là. C'est intéressant qu'ils s'écrivent comme ça en fait. Parce qu'en fait, le U et le N sont la même lettre, mais retournées dans un sens et dans l'autre. Parce qu'à l'origine, le N était comme ça, puis a évolué pour avoir deux vagues et s'écrire comme ça. Tout comme le M, à l'origine, avait deux vagues, et puis a évolué pour en prendre trois et s'écrire comme ça. Voilà. Bon, je vais effacer simplement pour que vous compreniez le concept. Or, s'il y avait bien une forme géométrique qui pourrait représenter l'unité, ce qui permet de tout regrouper, ce serait le cercle. Pourquoi? Puisque le cercle est capable de contenir en lui toutes les formes géométriques, tous les polygones réguliers. Alors si je prends un cercle, tac, et que je le coupe en deux, comme ça. Bon, je l'ai mal fait, je vais recommencer. Hop, je reprends mon crayon, tac, voilà. Si je dessine un cercle, tac, que je le coupe en deux, hop, tac, comme ça, mais en fait, on peut retrouver le U et le N. Ce qui voudrait dire en quelque sorte que l'unité s'est scindée en deux pour créer finalement la prononciation, pour qu'on puisse l'exprimer avec des mots. Voilà, comme je dis, faut voir un peu plus loin, puisque ce concept-là peut facilement ne pas être compris ou même accepté, ce que je peux comprendre, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est une idée qui m'est venue en tête, sachant que le yin et le yang, on peut l'écrire comme ça aussi, avec la barre du 9 qui est un peu plus arrondie comme ça, voilà. Ce qui est finalement la juxtaposition d'un 6 et d'un 9, le tout enveloppé dans un cercle. Donc voilà, c'est pour ça que je soulève cette hypothèse du 1, sachant que 1 est la première syllabe de unité. Voilà, alors concernant les nombres, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut les classer en catégories. Le 1, on peut le mettre avec le 4. Oula, je vais prendre un peu plus petit en trait. Voilà. On peut le mettre avec le 4 et on peut le mettre avec le 7. Alors vous pourrez me dire pour quelle raison? Bah, tout simplement, on a un angle. Ce sont des lettres angulaires. Et autre chose qui est intéressant, le 4 et le 7, c'est un peu comme le 6 et le 9. Quand on retourne le 4, euh, si on prend juste la partie supérieure, vous voyez ici, qu'on la retourne, on a ça, cette partie-là, vous voyez? On la retourne, on a ça. Si on prend le trait qui est là et qu'on le met à l'horizontale, on retrouve notre 7. Et à partir du 1 ici, si on fait ça, on obtient un 4. Donc, dans un sens,
c'est intéressant de pouvoir associer le 1, le 4 et le 7. Et il se trouve que dans le milieu New Age, on a tendance à associer les dimensions par 1, 4, 7, ensuite par 2, 5, 8, je vais vous expliquer après pourquoi, et enfin 3, 6, 9. Donc là, on a vu les nombres angulaires avec un angle. Maintenant, on va s'occuper de ceux qui ont des courbes, qui sont uniquement courbés, le 3, le 6 et le 9. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous séparés de 3. 3 plus 3 égale 6, 6 plus 3 égale 9. Et pareil, 1, 4, 7, 1 plus 3 égale 4, 4 plus 3 égale 7. Vous voyez, il y a une sorte de logique qui est respectée entre la forme des nombres et ce à quoi ils renvoient les concepts qu'ils sont associés. Et pour finir, ça change un petit peu là. Ah non, ça change pas, c'est pareil. On a 2, 5, 8. Alors pourquoi ils sont dans la même catégorie? Parce qu'en fait, c'est un mélange de courbes et d'angles. Le 5, l'angle droit, on l'a dans la partie supérieure. Tac. Et puis on a un arrondi dans la partie inférieure. Et enfin le 8, qui est ici. Alors lui, c'est un cas un peu particulier, parce qu'en fait, la barre qui est là, qui est en diagonale, serait plus droite que courbée. Alors ça peut être contesté, ce que je peux comprendre, mais n'empêche, même logique, 2 plus 3 égale 5, 5 plus 3 égale 8. Donc les nombres, en fait, on peut les ranger en catégories, en trois catégories. Le 1, le 4 et le 7, les nombres angulaires. Le 3, le 6 et le 9, les nombres courbés. Et le 2, le 5 et le 8, le mélange de la courbe et de l'angle. Voilà, première chose intéressante qui suit une logique, puisque quand on les additionne, euh, quand on additionne plus 3, je veux dire, quand on rajoute 3, on arrive sur ces nombres. 1 plus 3 égale 4, 4 plus 3 égale 7, 3 plus 3 égale 6, 6 plus 3 égale 9, 2 plus 3 égale 5, 5 plus 3 égale 8. Donc voilà, ça c'est intriguant. Alors c'est pas moi au début qui a fait cette découverte, mais voilà, ça, on va dire, ça renforce le fait que il y a un message sous-jacent derrière tout ça, que la graphie, la forme des nombres, n'est pas liée au hasard, quoi. Il y a vraiment une logique qui détermine tout ça. Aussi par rapport au nombre 1, ce que je vous ai pas dit, c'est que bon, si on prend le U en majuscule, tac, et le N qui est ici, ben, on peut refermer ce U, hop, et former un 0 ou un 9. Et ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de traditions anciennes, on dit que les divinités sont sorties d'un œuf. On parle de l'œuf cosmique. Et ça, il parle de ça en Inde, il me semble qu'il parle de ça en Chine, chez les Mayas. Euh, enfin, dans plein de traditions anciennes, il parle justement de la création du monde à travers un œuf qui éclot. Au Japon aussi. Il parle de ça au Japon. Et justement, en parlant de l'œuf, on va aller un petit peu plus loin. Ça, par contre, je pense que je suis la première personne à parler de ça. Je pense pas que d'autres personnes aient abordé ce sujet. Hop. Si on prend justement le nombre 9, tac, qui peut donc aussi se prononcer F, un 9, avec son article défini, on est d'accord. Mais aussi, ça peut représenter quelque chose de 9. Bon, là, le N, j'ai écrit avec deux vagues, donc je pourrais l'écrire avec une seule. Et justement, quand on revient au départ, on a soit le 0, qui est un 9, qui est ici, et qui est quelque chose de 9, puisqu'on recommence la séquence des nombres. Et si on veut poursuivre, si on dit que ça, finalement, les nombres se poursuivent à partir des dizaines, parce que là, c'est la fin des unités, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bah, le 10, finalement, c'est un mélange de l'unité et puis de son œuf, finalement, qui sort de l'œuf. Donc l'œuf et le 9 sont un peu ensemble. Voilà, ça c'était une petite curiosité que je voulais vous partager, et qui est encore une fois très logique. Donc c'est pour ça que je vous l'expose, sinon je vous en parlerai pas.
Le 9 peut aussi faire penser à un œuf éclos, comme le 6. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur un autre point. Je pense que ça va beaucoup vous intriguer, peut-être même vous n'allez pas en revenir. Mais pourquoi a-t-on choisi de désigner l'amour, le fait d'aimer, par un cœur ayant cette forme? C'est intriguant. On pourrait légitimement se poser la question. Vous avez sûrement déjà écrit par texto avant qu'il y ait le symbole du cœur qui soit inventé en emoji. Ça remonte à un certain temps, il me semble. Vous avez déjà noté le cœur comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, il se trouve que si on prend le nombre 13, eh bien, on peut retrouver le symbole du cœur. Justement, en passant par cette étape intermédiaire, qui est un très bon exemple de ce signe mathématique, plus le nombre 3. Donc, vous voyez, on utilise le nombre 3 pour reproduire le symbole du cœur. Eh bien, en fait, si on coupe le 1 en deux, je prends une petite, voilà, à peu près à mi-hauteur ici, qu'on renverse le 3 à l'horizontale, hop, celui-ci, on le met comme ça. C'est difficile à dessiner, hein. Comme ça, voilà. Donc ça devient la partie supérieure de notre cœur. On est d'accord par rapport à ça. Ou sinon, on peut faire, pour vraiment que ce soit... Ah mince. Voilà, on peut l'écrire comme ça, notre 3 à l'envers. La partie du 1, on peut la mettre comme ça, et qui remonte comme ça. Vous voyez? Là, c'est notre 1. On prend la barre qui est là, et puis ça forme notre cœur. C'est du dessin d'enfant, hein. Mais j'espère que vous avez compris le concept. Donc encore une fois, le nombre 13 peut être rapproché de l'amour à travers ce symbole, puisque le nombre 13 en lui-même peut reconstituer ce symbole. Mais c'est pas tout, puisqu'en fait on peut le faire aussi avec l'association du M majuscule et du M minuscule. Voilà, après si je développe tout ça, c'est parce que ça peut être un peu tiré par les cheveux. Et donc si déjà vous n'avez pas adhéré à la vidéo précédente, celle-ci, il y a de fortes chances que vous n'y adhériez pas du tout. Mais encore une fois, c'est logique. Si on prend du recul et qu'on analyse ça les choses de manière concrète, c'est logique. Euh, donc notre M majuscule, qui est l'assemblage de deux unités, comme on l'a vu, le nombre 1 en symétrie, et le M minuscule d'origine, pas celui qui est le moderne avec trois vagues. Si on prend notre 1 qu'on le renverse, qu'on le met comme ça, et l'autre qu'on renverse également, hop, on l'a ici et qui remonte là, vous voyez? Donc c'est caché par l'autre partie. Et après, on a juste à associer le N minuscule qui est là, et hop, magie, on reconstitue notre cœur. Et ça, ce que je vous ai montré, c'est uniquement possible avec le nombre 13 et la lettre M, en l'associant en majuscule, minuscule. Vous pouvez faire avec toutes les autres lettres de l'alphabet, ce n'est pas possible. Vous pouvez faire avec tous les autres nombres possibles jusqu'à 1 million, il n'y a que le nombre 13 qui peut reformer le cœur. Donc encore un élément supplémentaire allant dans le sens que l'amour, le son aime, le on apprécie, aussi à mettre en relation avec le quand on éprouve quelque chose qui nous fait du bien, qui nous soulage. Ah, c'est pas pour rien que le A et le M ont été associés à l'amour. Le A, bah, c'est l'initiale de amour avec un grand A, on parle empédocle. Et puis le H avec le N, les deux aussi qui dans un sens peuvent mettre en complémentarité, puisque comme on l'a vu, le A et le H peuvent être dessinés différemment. Et en plus, ça m'est confirmé par la guématrie qui donne le même résultat, puisque A plus H, c'est 1 plus 8, qui donne 9, et M plus N, c'est 13 plus 14, qui donne 27, et 27 se réduit à 9. Or, deux nombres similaires
renvoie au même concept. On peut substituer les deux. Et là, en l'occurrence, ce concept, c'est l'opposition. Voilà. Bon, j'ai pas totalement fini en fait. J'ai autre chose à vous montrer. Ouais. Alors, on va revenir sur la lettre M, mais cette fois-ci avec sa graphie actuelle. Le M comme ça. Oula, je suis allé un peu loin. Voilà. On va prendre de cette façon. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. J'ai un peu du mal à, à le reproduire. Vous voyez, avec les deux barres obliques qui descendent en bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on peut scinder cette lettre en trois parties. Et donc, dans un sens, même la graphie moderne pourrait nous transmettre une signification. Parce qu'en fait, là, on a deux I qui soutiennent un V. Comme on l'a vu, ça peut aussi représenter la position de l'accouchement, puisque le ventre a une forme de V. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot ventre, sa première lettre, c'est un V. Il y a plein de choses qui sont intrigantes comme ça, un peu difficilement explicables, et qui renvoient à l'anatomie humaine. Et ça dépend aussi des parties du corps. Ça peut être là, par exemple, un gros plan sur la partie basse du corps, mais le M, c'est plus une vision d'ensemble du corps. Les jambes plus le visage. Tout comme le A, par exemple, on a une vision reculée d'ensemble. Le P et le F, par exemple, ce que je vais vous le montrer après, il y a plus une insistance sur le visage qui est assez prononcée. Et justement, dans ces anciens temps, il y avait une analogie faite entre la forme des lettres et la forme du corps. Je sais que ça peut paraître incroyable, mais dans le livre qui s'appelle Alphabet hébreu et ses symboles, c'est indiqué. Et donc, en fait, la lettre V, si on inverse si on inverse sa prononciation, ça devient Ève. Tac. Or, Ève, c'est la symbolique de la femme. C'est la femme qui a accompagné Adam tout début de l'Ancien Testament et qui a mangé le fruit défendu, qui leur a, qui les a fait expulser, enfin, ce qui a donné envie à Dieu de les expulser du paradis. Oui. Donc ça représente aussi le féminin dans un sens. Et le ventre. Donc voilà, c'est intéressant de voir que finalement le V de Ève est aussi présent dans la graphie moderne du M. Donc les deux finalement auraient une pertinence. Et d'ailleurs, 22 moins 9, qui serait le I de chaque côté, donne 13. Enfin, c'est intriguant. Voilà. Et je crois avoir fait le tour. Bon, allez, un petit dernier pour la route. Celui-ci, un peu plus tiré par les cheveux, on va dire. Mais allons-y, pourquoi pas. On va parler du mot infini. J'en ai parlé dans la première vidéo, justement en rapport avec le Sefer Yetzira et de la tradition de la Kabbale, qui appelle finalement la création Ein Sof, qui peut se traduire en infini, le néant d'où découle la réalité. Eh bien, en fait, on peut décomposer ce mot en trois syllabes. Jusque-là, vous me suivez, hein. Un, fi et mi pour terminer. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un peu le processus contraire de l'Inde, c'est-à-dire que le in ici peut être transformé en un, qui est mis en miroir, et phi, ça peut être aussi transformé en la lettre grecque phi. En fait, on peut créer un nombre à partir de l'infini. On peut créer 1, puis 1,618,
et enfin 1. Voilà. Donc, moi, en fait, l'interprétation que j'en ai faite, c'est que l'orthographe et la prononciation de ce mot n'est pas du hasard non plus, puisqu'en fait, l'univers suit une progression qui intègre le nombre d'or. Euh, pour trouver le nombre d'or, il y a un système qui s'appelle la suite de Fibonacci. En fait, on additionne les deux termes précédents pour obtenir le terme suivant, mais en nombre entier, sans virgule. On fait 2 plus 1 égale à 3, donc nombre suivant de la suite de Fibonacci. 3 plus 2 égale à 5. 5 plus 3 égale à 8. 8 plus 5 est égal à 13, et ainsi de suite. Mais en fait, la particularité, c'est que plus on s'éloigne dans cette suite, plus on se rapproche d'1,618. Puisque 2 divisé par 1, ça fait 2. Ensuite, 3 divisé par 2, ça fait un peu moins. 8 divisé par 5, ça fait encore un peu moins. Et donc, en fait, on recule du 2 pour arriver progressivement à 1,618. C'est pour ça qu'on l'appelle la suite de Fibonacci. Et il se trouve que dans la nature, on retrouve ces motifs. On a notamment pu voir que les pétales des fleurs, justement, se déployaient avec ce système. D'abord 1, puis 2, puis 3, puis 5, puis 8, puis 13, etc. Et la même chose pour les branches des arbres, par rapport au tronc, qui représente l'unité. L'unité qui se scinde en deux, puis ensuite on remonte qui se scinde en 3, en 5, en 8, etc. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des personnes qui ont fait des études euh, sur les arbres, qui les ont observés sur de longues périodes, et quand sont arrivés à ces conclusions, que ça suivait ce motif déroulant du nombre d'or. Donc voilà, chose intrigante, puisque l'infini, finalement, c'est la création. Et une sauf chez les Hébreux. Voilà, c'était la dernière chose que je voulais voir avec vous. Donc, je vous souhaite une bonne journée